Lors de la réunion de famille, ma sœur a pâli quand j'ai révélé son secret de 5200 € par mois. Lors de la réunion de famille, la fille de ma sœur a annoncé « Maman dit que tu ne fais jamais rien pour cette famille ». Tout le monde a applaudi. J'ai souri et j'ai répondu « Parfait ». Alors, les 5200 € que je paie pour son prêt immobilier chaque mois ne lui manqueront pas. Ma sœur est devenue blême. Et puis Madison, la fille de ma sœur, qui aurait dû se taire depuis bien longtemps, a jugé nécessaire de dire quelque chose d'assez fort pour que tout le monde à la réunion l'entende. C'était juste au moment où les gens commençaient le dessert. 30 personnes, dont certaines que je n'avais pas vues depuis des années, toutes réunies pour célébrer ma promotion. Cette promotion que personne du côté de la famille de ma sœur n'a jamais vraiment reconnue, non pas parce qu'ils ne savaient pas, mais parce que si ça ne les concernait pas, ils s'en fichaient. Madison se croyait drôle, tout comme sa mère. Et pendant trop longtemps, j'ai laissé passer ce genre de comportement. Je les ai couvertes, je les ai aidées, et j'ai payé pour des choses que je n'avais aucune raison de payer, tout ça pour maintenir la paix. Cette paix a pris fin à la seconde où elle a ouvert la bouche. La réunion était mon idée, mais je n'en avais pas vraiment envie. Greg m'avait dit de l'annuler quand nous avons vu la liste des invités, mais mes garçons l'attendaient avec impatience, et je me suis dit, d'accord, une dernière fois. C'était à la maison du lac que nous louons chaque année. J'ai tout payé, la nourriture, les boissons, l'installation, le nettoyage, jusqu'aux chaises pliantes. Non pas que quelqu'un l'ait remarqué. Erika est arrivée dans une robe d'été que j'ai reconnue, parce que je l'avais payée au printemps dernier quand elle disait ne rien pouvoir s'offrir. Elle ne m'a pas salué, a juste fait un signe de la main et est entrée avec Madison, qui était déjà collée à son téléphone. Elles n'ont pas adressé la parole à mes garçons et ont à peine fait un signe de tête à Greg. J'essayais encore de tenir le coup, de me dire de ne pas laisser ça m'atteindre. Puis le dessert est arrivé. Ma mère était au milieu d'une histoire sur quelque chose que notre père avait fait à l'époque, et les gens écoutaient à moitié, tout en mâchant leur gâteau aux fraises. Et c'est à ce moment-là que Madison a décidé de lancer sa petite grenade. Maman dit que tu ne fais jamais rien pour cette famille. Juste comme ça, comme si elle répétait une chose banale qu'elle avait entendue 1000 fois. Toute la tablée s'est tue. On pouvait le sentir, un changement. Ma mère s'est tue. Greg s'est figé. Mes fils m'ont regardé comme s'ils n'étaient pas sûrs d'avoir le droit de dire quoi que ce soit. Et Erika, elle, a simplement continué à siroter sa boisson comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. J'ai souri. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être parce que, finalement, je m'en fichais. Et j'ai dit, parfait. Alors, les 5200 € que je paie pour son prêt immobilier chaque mois ne lui manqueront pas. Il y a eu de véritables hoquets de surprise, et quelques personnes ont applaudi. Pas de joie, plutôt par choc, parce que la seule personne qu'ils ne s'attendaient pas à voir parler venait de lever le voile. Erika a pâli. Madison a cligné des yeux comme si elle ne comprenait pas. Greg s'est levé, a levé un peu son verre, et a dit, il est peut-être temps que tu racontes le reste. Alors, je l'ai fait. Je leur ai rappelé à tous que le SUV qu'Erika conduit n'est pas à elle. C'est moi qui l'ai acheté. Il est à mon nom. Je paie même l'assurance parce qu'elle disait ne pas pouvoir être approuvée seule. J'ai mentionné les factures de services publics que j'ai payées discrètement quand leur électricité allait être coupée, le tutorat que j'ai payé quand Madison a commencé à échouer en seconde, et qu'Erika était trop gênée pour demander de l'aide à ma mère, les cadeaux de Noël que j'ai envoyés de la part du Père Noël, même quand Greg et moi avons dû puiser dans nos propres économies. J'ai fait tout ça en silence, et pourtant, c'est ainsi qu'ils me voyaient. Greg s'est penché et a dit, on a fini de les aider, n'est-ce pas? Je n'ai pas hésité. Oui. À partir d'aujourd'hui. Et juste comme ça, la dynamique a changé. La poule aux œufs d'or s'est arrêtée net. Erika le savait. Madison le savait. Et elles savaient toutes les deux que ce n'était pas fini. La réunion s'est terminée plus vite que prévu après ça. Quelques parents ont trouvé des excuses et sont partis plus tôt. Ma tante Brenda a essayé de détendre l'atmosphère en débarrassant les assiettes de dessert comme si elle était en mission. Erika ne m'a plus adressé un mot. Madison a de nouveau disparu dans son téléphone, probablement en train d'envoyer un compte-rendu sarcastique à son petit cercle d'amis. Je m'en fichais. Greg et moi avons fait monter les garçons dans la voiture et sommes rentrés à la maison, en silence pendant les 10 premières minutes. Puis Jessie, mon aîné, m'a demandé doucement si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais mieux que bien, et je le pensais. Ce soir-là,
Je suis allé directement au bureau et j'ai sorti le dossier. Les paiements hypothécaires que je faisais pour Erika étaient en prélèvement automatique sur notre compte joint. Je les ai annulés, tout simplement. Le prochain était dû dans 4 jours. Je me suis tourné vers Greg et j'ai dit, ça va la frapper vite. Il a souri sans même lever les yeux de sa tablette. Bien. Je ne me suis pas arrêté là. Le lendemain matin, j'ai appelé la compagnie d'assurance et j'ai retiré Erika de la police pour la voiture. Comme le véhicule est immatriculé à mon nom, elle devrait tout transférer à sa propre couverture. Elle devrait venir chercher les formulaires de transfert de titre elle-même si elle voulait la garder. Je lui ai laissé un court message vocal, « Tu vas devoir commencer à payer ton prêt immobilier, et l'assurance de la voiture n'est plus à mon nom. Dis-moi quand tu seras prête à t'occuper des papiers. » Elle n'a pas rappelé, mais Madison l'a fait. 3 jours plus tard, elle m'a envoyé un long texto dramatique, m'accusant d'abandonner la famille et d'empirer les choses. Elle a dit que sa mère pleurait depuis 2 jours et ne savait pas quoi faire. Elle a dit qu'elle devrait peut-être arrêter le cheerleading si les choses ne s'amélioraient pas. J'ai regardé le message, stupéfaite. Pas un mot sur la réunion, pas un mot sur ce qu'elle avait dit. Aucune excuse, aucune prise de responsabilité, juste de la culpabilisation et de la panique parce que, pour la première fois, elle devait rendre des comptes. Alors j'ai répondu par une seule phrase, « Les actions ont des conséquences, Madison. » Rien de plus. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais fait le bon choix. Pas seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Ils avaient besoin de voir que la gentillesse ne signifie pas être un paillasson, qu'on peut aimer les gens tout en disant « ça suffit ». La semaine suivante fut calme. Puis ma mère a appelé. Elle voulait y discuter et a suggéré que j'avais peut-être été trop dur, qu'Erika a traversé une période difficile et ne savait pas comment demander de l'aide de la bonne manière. Je n'ai rien dit au début. Puis je lui ai posé une question, « Savais-tu que je payais son prêt immobilier ?» Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit non. Exactement. Elle a essayé une fois de plus. Peut-être juste la voiture? Peut-être juste quelques mois de plus? Mais je l'ai interrompue. Je lui ai dit que j'aidais discrètement depuis des années et que personne ne l'avait remarqué. Mais au moment où j'ai arrêté, je suis soudainement devenue la méchante. Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne. Du moins, plus la mienne. Et le vrai rebondissement? Erika s'est pointée le lendemain. Pas chez moi. Au bureau de Greg. Elle n'a pas envoyé de texto, n'a pas appelé, et n'a même pas essayé de venir chez moi. Erika est allée directement au bureau de Greg comme si ça allait marcher. Elle savait très bien qu'elle ne devait pas m'affronter, alors elle a essayé de le culpabiliser à la place. Greg m'a appelé après son départ, et la première chose qu'il a dite, c'est « Tu ne vas jamais croire ça ». Elle est entrée dans son bureau sans prévenir, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et une fausse confiance, et a demandé si elle pouvait avoir un petit mot avec lui. Greg ne l'a pas mise à la porte parce qu'il n'est pas ce genre de personne, mais il n'a pas été gentil non plus. Il a juste écouté. Elle a commencé par des larmes. A dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi je l'avais prise au dépourvu devant toute la famille. A dit qu'elle se sentait humiliée. A dit que sa fille ne lui avait pas parlé depuis 2 jours, comme si c'était de ma faute. Puis elle en est venue à la vraie raison de sa présence. Elle a dit que le paiement de l'hypothèque avait été rejeté, que son compte était à découvert, et que la banque appelait. Elle a dit qu'elle essayait de tenir le coup pour le bien de Madison, et que peut-être, si Greg pouvait aider à arranger les choses entre elle et moi, nous pourrions trouver une solution. C'est à ce moment-là que Greg s'est adossé à sa chaise et lui a dit qu'elle devait partir. Il n'a pas crié, n'a pas argumenté, il lui a juste dit que c'était fini. Que l'aide était terminée, qu'elle avait épuisé plus de chances que n'importe qui d'autre dans nos vies, et que quelle que soit la conversation qu'elle pensait avoir avec lui, ce n'était pas le bon bureau, pas le bon homme, et pas la bonne décennie. Elle est partie en silence. Et puis elle m'a envoyé un long paragraphe par texto, qui donnait l'impression que j'avais semé la zizanie dans la famille, que j'avais fait en sorte que Madison se sente en danger, et qu'elle ne comprenait pas comment je pouvais être si froide après tout ce que nous avions traversé. C'était comme si elle réécrivait l'histoire en temps réel, comme si je n'avais pas passé les dernières années à la tirer d'affaire pendant qu'elle murmurait à qui voulait l'entendre que j'étais égoïste. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro ce soir-là. Madison est aussi devenue silencieuse. Pas un mot, pas une publication, pas une story. Ses réseaux sociaux,
qui fonctionnaient normalement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sont restés morts pendant 2 jours. Puis une photo est apparue, un selfie flou avec une légende énigmatique du genre « Les vrais ne partent jamais ». Je savais à qui cela s'adressait. Je m'en fichais. Puis est venue la lettre, 2 pages, manuscrite, soigneusement pliée, et laissée dans ma boîte aux lettres sans adresse de retour. C'était d'Erika. Elle écrivait qu'elle réfléchissait, que peut-être elle avait laissé son orgueil prendre le dessus, que peut-être elle aurait dû dire merci plus souvent, qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point j'en avais fait. Mais même dans ses excuses, il y avait cette nuance, comme si j'avais réagi de manière excessive, comme si j'aurais pu gérer ça plus en privé. Elle m'a demandé de ne pas punir Madison pour ses erreurs. Elle m'a demandé si je reconsidérerais de les laisser garder la voiture, disant qu'elles en avaient besoin pour survivre. Je suis resté assise à lire cette lettre et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, du soulagement. Parce que finalement, enfin, le poids se déplaçait, pas seulement de mes épaules, mais de toute ma vie. Les mensonges, la manipulation, la culpabilité, tout ça se fissurait. Mais je n'avais pas encore terminé. Je leur ai donné une semaine, 7 jours complets, pour reprendre leurs esprits, s'excuser, ou au moins essayer d'agir en adulte. Erika a envoyé une lettre manuscrite, 2 pages de culpabilisation soigneusement formulées, mais ne s'est jamais présentée en personne. Madison ne m'a pas adressé un mot directement, mais elle avait beaucoup à dire sur les réseaux sociaux. Des légendes vagues, la famille peut être la plus froide. Certaines personnes n'aident que pour pouvoir s'en vanter plus tard. Ce genre de choses. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste plus de bruit. J'ai attendu tranquillement, mais j'avais cessé d'espérer qu'elle changerait d'avis. Alors, j'ai pris le double des clés. Le SUV garé dans l'allée d'Erika m'appartenait toujours légalement. Je l'avais gardé à mon nom parce que son crédit était mauvais et je ne voulais pas qu'elle fasse défaut et ruine le contrat de location. À l'époque, je n'y avais pas réfléchi à 2 fois. Elle avait besoin d'aide, j'en avais les moyens. C'est comme ça que ça commençait toujours. Mais cette fois, j'en avais fini de jouer les sponsors. Je suis allé chez elle vers midi un jeudi. Sans prévenir. J'ai garé ma voiture juste en face de leur maison, j'ai pris des photos de tout, le kilométrage, l'état, la plaque d'immatriculation. J'ai verrouillé les portes et j'ai glissé la clé dans une enveloppe. À l'intérieur, j'ai laissé un post-it avec une seule ligne, elle sera à toi quand tu la paieras. Alors que je me retournais pour regagner ma propre voiture, Madison est sortie. Elle s'est arrêtée sur le porche, pieds nus, les manches de son sweat à capuche tirées sur ses mains, et m'a simplement regardé fixement. Je me suis préparé à son attitude, à une autre remarque intelligente, mais à la place, elle a demandé « Est-ce que tu me détestes ?» Ça m'a prise au dépourvu. Elle n'avait pas l'air en colère, juste petite. Pas l'adolescente suffisante qui s'était moquée de moi devant tout le monde. Pas la fille qui pensait que sa mère et elle pouvaient prendre et prendre encore, sans jamais de conséquences. Je lui ai dit que non, je ne la détestais pas. Je détestais la façon dont elle me traitait. Je l'ai dit calmement, platement, puis je me suis retourné pour partir. Avant que j'aie pu faire 2 pas, la porte d'entrée s'est ouverte violemment. Erika est sortie en trombe, pieds nus elle aussi, téléphone à la main, toujours en pleine conversation avec quelqu'un. Je l'ai entendu dire quelque chose sur des frais de découvert et des avis de retard. Et puis elle a croisé mon regard. N'ose pas tourner le dos à ça, Nancy. Tu as tout gâché. Je ne me suis pas arrêté. Je suis monté dans ma voiture, j'ai remonté les vitres et je suis parti sans un mot. Et je ne me sentais pas coupable, pas le moins du monde. Cette nuit-là, vers minuit, j'ai reçu une série de messages de Madison. Des longs. D'abord, elle s'est excusée. Puis elle m'a blâmé. Puis elle s'est excusée à nouveau. Elle a dit que sa mère était au plus mal, que la compagnie d'électricité avait appelé, qu'elle devrait peut-être vendre la télé. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si cruel. Cruel. Ce mot m'est resté. Comme si des années de faveurs non retournées et d'aide financière ne signifiaient rien. Comme si j'avais juste appuyé sur un interrupteur et ruiné tout leur monde. Mais la vérité, c'est que je n'ai rien ruiné. J'ai juste arrêté de réparer ce qu'elle ne cessait de casser. Le lendemain matin, à 7h40, Greg m'a réveillé, son téléphone à la main. Un message vocal. Il a appuyé sur lecture. C'était Madison. Elle s'était présentée à son bureau, non pas pour crier,
non pas pour supplier, mais pour demander un travail. Et pas n'importe lequel. Elle a dit qu'elle était prête à tout faire. Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent rapidement. Greg n'a rien dit quand le message vocal s'est terminé, il m'a juste tendu son téléphone et s'est dirigé vers la cuisine comme s'il avait besoin d'un café avant de réagir. Je l'ai écouté 2 fois. La voix de Madison était basse, tremblante, pas celle de la fille confiante et sarcastique à laquelle j'étais habitué. Elle disait qu'elle était désolée de se présenter sans rendez-vous, mais qu'elle avait besoin de travail. Elle disait qu'elle se fichait du type de travail, classer, nettoyer, répondre au téléphone, n'importe quoi. Sa mère n'allait pas très bien. Les factures s'accumulaient. Les choses devenaient bizarres à la maison. Je ne me suis pas senti mal. Pas encore. Ce qui a attiré mon attention, c'est ce qui a suivi. Elle a dit qu'il y avait quelque chose qu'elle voulait me dire, quelque chose qu'elle n'avait dit devant personne, quelque chose à propos de sa mère. Greg lui a renvoyé un texto plus tard ce matin-là, lui disant de nous retrouver dans un restaurant près de son bureau. Terrain neutre. Je ne la voulais pas dans notre maison. Pas encore, et certainement pas si elle amenait des problèmes avec elle. Elle est arrivée avec 10 minutes d'avance, les cheveux brossés, le sweat à capuche remplacé par un blazer qu'elle avait probablement emprunté à quelqu'un. Pas de maquillage, juste pas les fatiguer. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. Je m'attendais à une autre performance, à plus de culpabilisation. Mais elle m'a surprise. Elle s'est glissée dans la banquette et a dit « Je n'étais pas au courant pour le prêt immobilier. Pas avant la semaine dernière. » Je n'ai pas répondu. Greg était assis à côté de moi, les bras croisés, écoutant simplement. Madison a dit qu'Erika lui mentait depuis des années. Lui disait que tout allait bien, qu'elle gérait tout, que j'avais offert mon aide parce que je devais ça à la famille après être monté si haut au-dessus de tout le monde. Elle pensait que je voulais payer. Elle ne savait rien des factures, des paiements de la voiture, des frais de tutorat. Elle ne savait même pas que j'avais payé son voyage de cheerleading en Floride l'année dernière. Elle pensait que sa mère avait trouvé un moyen. Et puis, après la réunion, elle a trouvé les avis de la banque dans un tiroir. Des lettres rouges, des derniers avertissements, une lettre de saisie. Elle m'a regardé et a dit « Je sais que ce n'est pas ta faute. » Je ne savais juste pas contre qui être en colère jusqu'à maintenant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Madison avait été utilisée, tout comme moi. Peut-être pas de la même manière, mais presque. Erika lui avait menti à elle aussi, l'avait tenue dans l'ignorance, et m'avait fait passer pour la méchante pendant qu'elle coulait discrètement le navire, avec elle 2 à bord. Madison a fouillé dans son sac et en a sorti une enveloppe déchirée. À l'intérieur se trouvait un chèque plié, un que j'avais écrit il y a plus d'1 an. 850 €, à l'ordre de l'espèce. Ligne mémo, course. Je ne me souvenais même pas de l'avoir écrit. Elle a dit qu'elle l'avait trouvé dans le tiroir de sa mère avec au moins une douzaine d'autres, non encaissés, juste là. Je l'ai regardé fixement. Elle a dit, je pense qu'elle les gardait au cas où elle aurait un jour besoin de preuves pour te culpabiliser. C'est à ce moment-là que tout s'est éclairci. Erika n'a jamais eu l'intention d'arranger quoi que ce soit. Elle voulait juste garder une trace de chaque faveur, de chaque euro, non pas pour être reconnaissante, mais pour s'en servir. J'ai repoussé le chèque vers Madison et je lui ai dit que je n'embauchais plus de membres de la famille, que si elle voulait un travail, elle devrait postuler ailleurs, par ses propres moyens. Elle a eu l'air anéantie mais a hoché la tête. Pas de dispute, juste un voile silencieux. Mais alors que nous nous levions pour partir, elle a dit quelque chose que je n'attendais pas, je ne pense pas qu'elle en ait fini. Ma mère. Je pense qu'elle prépare quelque chose. J'ai fait une pause, lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Madison a regardé le sol et a dit, je l'ai entendu parler à grand-mère. Elle essaie de monter la famille contre toi. Elle a dit que tu avais changé. Que Greg te contrôle. Elle a dit qu'elle pourrait raconter à tout le monde que tu leur volais de l'argent depuis toutes ces années, que tu n'es pas aussi généreuse que tu le prétends. Et c'est là que j'ai su qu'Erika était en train de perdre pied. Et le pire? Ma mère l'aidait. Elle essayait d'empoisonner le puits. C'est ce que Madison a dit alors que nous étions sur le parking après le restaurant. Erika avait appelé des parents toute la semaine, inventant des histoires, leur disant que Greg contrôlait l'argent, que j'utilisais ma promotion pour me montrer supérieur, que j'avais inventé les paiements pour l'embarrasser publiquement. Et le pire, ma mère écoutait.
Je ne voulais pas y croire jusqu'à ce que le téléphone sonne ce soir-là. C'était maman. Elle a commencé par des banalités, à demander des nouvelles des garçons, du travail. Je savais ce qui allait arriver, alors j'ai attendu. Puis elle l'a dit, peut-être que tu aurais dû gérer ça en privé, Nancy. Peut-être que tu n'avais pas besoin d'humilier ta sœur comme ça. C'était ça. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était fini. Je lui ai demandé si elle se souvenait qui avait payé son loyer l'hiver dernier quand son chauffage était en panne. Elle est devenue silencieuse. Je lui ai dit qu'Erika n'aurait pas survécu ces 3 dernières années sans moi, et que la seule raison pour laquelle elle était en colère maintenant, c'est parce que le train de la gratuité était terminé. Elle a essayé de m'interrompre. Je ne l'ai pas laissé faire. J'ai dit, tu veux choisir un camp? Très bien. Mais ne viens pas me voir quand elle aura vidé tes économies aussi. Et j'ai raccroché. Le lendemain, je suis allé à la préfecture et j'ai entamé la procédure pour reprendre possession du SUV. Légalement, j'en avais tout à fait le droit. Il était à moi. Je lui avais donné assez de temps, assez d'avertissements, assez de gentillesse. Je ne demandais plus. Le type de la fourrière m'a appelé 3 jours plus tard. Il a dit que la voiture avait déjà disparu, pas volée. Erika avait falsifié la vente en utilisant de faux documents. Elle avait vendu la voiture à un type de l'autre côté de la ville, en espèces, sous la table. Ma voiture. Vendue. J'ai appelé la police, j'ai déposé une plainte, et je leur ai tout donné, les photos, le titre de propriété, les textos. Le type qui l'avait acheté a rendu le véhicule sans discuter une fois qu'il a compris ce qui s'était passé. Mais maintenant, Erika avait des ennuis avec la justice, et elle savait exactement qui l'Y avait mise. C'est Madison qui me l'a dit. Elle est venue à mon bureau en larmes une semaine plus tard, tremblante. Elle a dit que sa mère perdait la tête, qu'elle criait sur tout le monde, qu'elle me blâmait pour tout. Elle a dit que l'électricité avait été coupée ce matin-là, qu'il n'y avait pas de nourriture dans le frigo, qu'elle avait trouvé une liste dans le carnet de sa mère intitulée « Moyen de faire regretter Nancy ». La liste incluait d'appeler les RH à mon travail, de dénoncer Greg pour abus financiers, et de répandre des rumeurs sur nous deux. C'est à ce moment-là que Greg est intervenu. Il s'est présenté chez Erika le lendemain matin, seul. Il n'a pas crié, n'a pas argumenté. Il lui a tendu une lettre dactylographiée. Il y disait ceci, tout harcèlement, calomnie ou communication supplémentaire entraînerait une ordonnance restrictive. Toute tentative continue d'impliquer nos enfants, notre famille élargie, ou notre lieu de travail mènerait à une action en justice complète. Elle était officiellement bannie de notre propriété, de nos téléphones, et de nos vies. Elle lui a claqué la porte au nez. 2 jours plus tard, ma mère a rappelé. Elle a dit qu'Erika lui avait tout raconté, que j'intentais un procès à ma sœur, que je ruinais sa vie parce que je ne supportais pas la vérité. J'ai demandé à ma mère si elle voulait être la suivante. Elle n'a pas répondu. Alors, j'ai raccroché à nouveau. C'était le dernier appel que j'ai pris. Et voici ce qui s'est passé ensuite. Erika et Madison ont quitté leur location 2 mois plus tard. Personne ne sait où. Madison a finalement trouvé un emploi dans une pharmacie de l'autre côté de la ville. Elle a arrêté de poster en ligne. Ma mère vit toujours seule, silencieuse maintenant. Elle sait où est la limite. Et moi? Je vais bien. Mes fils me respectent plus que jamais. Ils ont vu à quoi ressemblent les limites. Greg et moi sommes plus forts que nous ne l'avons jamais été. J'ai toujours le chèque que Madison m'a rendu, celui qu'Erika n'a jamais encaissé. Je le garde dans mon tiroir, comme un rappel. Elles ont essayé de faire de moi la méchante pour en avoir trop fait, mais elles n'ont jamais pensé que j'arrêterais. Maintenant, elles savent. Et elles me respectent enfin. Non pas parce que j'ai crié, non pas parce que je me suis battu, mais parce que je suis parti. À la réunion de famille, j'étais la silencieuse, celle qui aidait, celle dont les gens chuchotaient mais ne remerciaient jamais. Les mots imprudents de Madison ont fissuré la façade, mais la vérité se construisait depuis des années. Les dîners que j'ai sauté de payer mes propres factures pour couvrir les leurs. Les vacances où Greg et moi nous sommes privés pour que les enfants puissent avoir plus. Les faveurs empilées comme des sacs de sable, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'elles m'écrasent sous le poids des attentes. Et quand j'ai finalement dit non, c'était comme si je les avais trahis, comme si toute ma valeur était liée à ce que je donnais. C'était la leçon que mes garçons observaient. Et cela me terrifiait plus que la brouille avec Erika.
Je ne voulais pas qu'il grandisse en pensant que l'amour signifiait un sacrifice sans fin et sans gratitude. Je voulais qu'il sache que l'amour signifiait aussi la force, les limites, et le respect de soi. Greg l'a vu aussi. Il me l'a dit une fois, tard dans la nuit, quand la maison était enfin calme. « Nancy, tu les as portés si longtemps que tu as oublié ce que ça fait de se tenir debout toute seule. » Il avait raison. Pendant des années, j'avais eu peur d'être qualifié d'égoïste, peur d'être dépeinte comme la méchante, peur de perdre l'approbation fragile d'une famille qui ne me valorisait que pour ce que je donnais. Mais en me tenant là, à cette réunion, avec 30 perdus attendant de voir si j'allais encore ravaler mes paroles, j'ai réalisé quelque chose de simple: les héros ne restent pas silencieux pour toujours. Quand j'ai parlé, ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la liberté. Erika racontera l'histoire différemment. Elle dira que je l'ai humiliée, que je l'ai rejetée froidement, que j'ai monté sa fille contre elle. Elle dira que je suis cruelle, sans cœur, orgueilleuse. Peut-être que certains la croiront. Peut-être que ma mère le fait déjà. Mais je connais la vérité, et Greg aussi, et mes garçons aussi. Je leur ai donné plus de chance que quiconque ne le méritait. J'ai donné jusqu'à ce que ça me brise presque. Et quand j'ai arrêté, elles ont montré leur vraie couleur. Alors non, je ne me sens pas coupable. Ni pour le prêt immobilier, ni pour la voiture, ni pour le silence qui a suivi. Je me sens libre. La chose étrange avec les limites, c'est la façon dont les gens y réagissent. Ceux qui ne vous ont jamais respecté les appelleront des murs. Ceux qui vous prenez pour acquis les appelleront de la cruauté. Mais ceux qui vous aiment vraiment comprendront. Mes garçons ont compris. Jessie m'a demandé une semaine plus tard, « Est-ce que ça veut dire qu'on ne verra plus tante Erika ?» Je lui ai répondu, « Peut-être pas, et ce n'est pas grave. » Il y a réfléchi, puis a hoché la tête. « Tant qu'on vous a encore, papa et toi. » Ça m'a frappé à ce moment-là. Qu'est-ce qui comptait? Pas l'approbation de parents qui n'applaudissaient que lorsque je payais leurs factures. Pas le pardon d'une sœur qui transformait chaque gentillesse en moyen de pression. Pas même la paix fragile avec ma mère, qui a choisi de croire la voix la plus forte dans la pièce. Ce qui comptait, c'étaient les gens dans ma propre maison. Ceux qui me voyaient, pas seulement ceux que je donnais. Ceux qui resteraient à mes côtés même si toute la famille me tournait le dos. Alors oui, je garde toujours le chèque, non pas comme un rappel de ce que j'ai perdu, mais de ce que j'ai gagné, la liberté, le respect, la force. Et peut-être qu'un jour, Madison comprendra aussi. Peut-être qu'elle verra la différence entre l'amour et l'obligation, entre la gratitude et le droit, entre la famille et le sang. D'ici là, je vis plus légère, plus forte, et sans aucune excuse. L'histoire s'est terminée d'une manière que je n'aurais jamais attendue. Pas avec une réconciliation, pas avec le pardon, mais avec le silence. Et dans ce silence, j'ai trouvé la paix.